Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est le plus important, j'espère que la globalité, la totalité de votre santé est vraiment optimale. Et si vous vous intéressez à votre santé, je vais vous donner un chiffre que je viens d'apprendre et qui, moi, m'a jeté complètement à terre. Les mauvaises habitudes alimentaires à travers le monde causent 8 millions de morts par année. 8 millions de gens qui meurent à cause de mauvaises habitudes alimentaires. On va parler de tout ça avec Dr Julie Saint-Pierre. Elle est lipidologue, pédiatre, spécialiste de l'obésité et des maladies cardiovasculaires et auteure. Et la raison pour laquelle je la reçois aujourd'hui, c'est que on va parler d'un documentaire qui s'intitule « Pourquoi attendre la santé à portée de main ?» Un documentaire que vous avez lancé, Dr Saint-Pierre, où on retrouve ces statistiques-là. Pourquoi avoir fait ce documentaire-là? C'est très simple. La population a droit de savoir, a droit de connaître les meilleures données qu'on a à travers le monde et qui, malheureusement, ne se rendent pas toujours jusqu'à la population. Donc, après 20 ans, 25 ans de recherche au total, malgré toutes les connaissances qu'on a, quand on regarde les gens dans leur quotidien, c'est très difficile de changer des habitudes de vie, dont les habitudes alimentaires. Et j'avais envie qu'elles puissent mieux comprendre pourquoi c'est si important en apportant l'avis d'experts à travers le monde. Alors, vous êtes vraiment allé partout à travers la planète. Vous êtes allé aux États-Unis, mais vous êtes allé à beaucoup d'endroits en Europe rencontrer des spécialistes. Une des données qui ressort de ce documentaire, 80% des maladies chroniques pourraient être évitées grâce à la prévention. Vous vous rendez compte que c'est révolutionnaire comme chiffre. 80% des maladies chroniques pourraient être réglées par la prévention. Comment on en arrive à ce chiffre-là? Bien, j'étais moi-même sceptique au départ. C'est pour cette raison-là que je suis allée rencontrer avec Jean-Marie Lapointe, mon complice, dans cette quête de solutions-là, en fait, face à la maladie, puis pour avoir une société plus en santé. On est allé rencontrer le docteur Francesco Branca à l'Organisation mondiale de la santé, puis on lui a posé la question. On a dit, vous, là, vous avez accès à tout ce qui se fait dans le monde. Est-ce que c'est un mensonge, cette histoire-là? Est-ce que c'est une fausse nouvelle? Est-ce que vous croyez à ce chiffre-là de 80%? Et oui, en fait, c'est qu'il y a des modèles qui ont été construits dans des cohortes avec des chercheurs d'un peu partout, les meilleurs dans le monde. Et cette coalition-là de grands chercheurs nous a publié ce chiffre-là il y a à peine 1 an de façon quand même assez convaincante. Et on en a discuté avec lui. Et bien sûr, ça peut sembler utopique ou idéaliste parce que c'est certain que du jour au lendemain, on ne pourra pas faire changer les habitudes de vie à tout le monde, mais ça donne l'espoir que oui, il y a des petites choses qu'on peut changer qui feraient une grande différence dans notre santé au quotidien. Donc, de ce 80%-là, on parle de diabète, on parle de maladies cardiovasculaires. La Société canadienne du cancer nous dit qu'il y a 4 cancers sur 10 qui pourraient être évités avec nos habitudes de vie. C'est fou. Donc, j'étais avec les gynécologues du Québec cette semaine qui font de l'oncologie en conférence. Un soir, on discutait. Elles voulaient de l'espoir à savoir est-ce que la prévention va nous rendre la tâche moins difficile. Il y a plusieurs cancers chez la femme qui sont associés, entre autres, à l'obésité, comme l'endomètre, le sein, tout ce qui se passe au niveau du côlon aussi. Donc, il y a plus de 15 cancers qui sont associés juste à l'obésité. Et l'obésité, bien, c'est la porte d'entrée de toutes les autres maladies dont je vous ai parlé.
Absolument. Alors, il y a une donnée aussi qui est très renversante dans le documentaire. Vous dites, d'ici 1 ou 2 générations, on pourrait vider les hôpitaux. Parce que, évidemment, si on arrive à régler les problèmes de maladies chroniques, ben pourquoi aller à l'hôpital? Et s'il y a moins de personnes malades, c'est pas un peu exagéré ou un peu énorme de dire 1 ou 2 générations, on vide les hôpitaux? Non, pas du tout, parce qu'en fait, il faut revoir notre modèle de soins. Là, le système, là, il a craqué, le bateau a coulé. Dans ces cas-là, oui, Santé Québec, il faut changer le modèle, mais de quelle manière? Mm-hmm. Donc, on est allé visiter aussi dans le documentaire Dr. de Haas, les maisons de santé. Les maisons de santé, c'est passionnant en France. Expliquez-nous, c'est quoi une maison de santé? Une maison de santé, c'est un regroupement de professionnels de la santé, comme on a fait ici à Montréal. Qui nous permet, dans le fond, d'avoir l'expertise près des gens au même moment. Donc, c'est le CLSC hyper efficace qu'on aurait tant voulu avoir au Québec, puis qu'on n'a jamais eu. Donc, les gens sont pris en charge. Il y a même les pharmaciens sont intégrés à l'équipe. Il y a des ergothérapeutes, il y a des orthophonistes. Il y a vraiment une panoplie de professionnels et ils travaillent toujours avec le patient au centre de leurs interventions. Ça me semble une évidence, hein? Oui, et on est très bon dans les soins aigus en Amérique. On est super bon dans nos centres tertiaires. Mais dans la proximité, on doit avoir une autocritique, on doit s'améliorer. Et eux, écoutez bien ça, ils en ont actuellement 2800 maisons de santé en 10 ans. Et le président Macron en veut plus de 4000. Son fondateur, lui, dit « Je vais bien dormir, je vais bien mourir lorsque j'en aurai 10 000 à travers la France. » Et c'est tellement efficace comme mode de soins de proximité que maintenant, ils reçoivent des subventions de l'État français pour en faire plus. Ils ont des infirmières de prévention qui sont sur le terrain, qui accompagnent les gens dans la cessation du tabac, dans la prise en charge de l'obésité. Nous, on est allés former des maisons de santé à prendre en charge l'obésité des enfants parce qu'eux aussi sont en épidémie. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Non, c'est pas exagéré. Je ne crois pas que c'était exagéré. Il faut se remettre en question et dire peut-être qu'on peut faire mieux. Oui. Alors, récemment, dans le Journal de Montréal, et le Journal de Québec, il y avait une grande série sur le sucre, les dangers du sucre. Ça revient tout le temps dans le documentaire. Oui. Tous les spécialistes à qui vous parlez parlent de l'importance de diminuer le sucre, augmenter la consommation de fibres, moins de calories vides, la diète méditerranéenne versus la diète canadienne. La bonne vieille phrase là, de « on est ce qu'on mange », ça n'a jamais été aussi vrai. Puis si on mange de la chenoute, ben notre système de santé va être de la chenoute. Oui, puis en fait, il faut, j'en parlais avec des gens récemment, oui, la piqûre, mais peut-être qu'on pourrait aussi travailler sur le sucre et être capable de mieux informer les consommateurs sur ce qu'ils peuvent faire de choix à l'épicerie. Pas juste le sucre, le gras, le sel également. Donc, le directeur de l'OMS, Dr. Branca, nous le dit bien, on a réussi avec le sel. Pourquoi les gras trans, on a réussi. Pourquoi on ne réussirait pas avec le sucre? Est-ce que c'est l'ennemi numéro 1 en ce moment, le sucre? C'est le sucre qui est l'ennemi numéro 1 à l'échelle planétaire. C'est le sucre également qui est responsable à travers la mondialisation de l'augmentation fulminante des maladies chroniques dans le nord de l'Afrique et même dans des pays où est-ce qu'on n'en voyait pas du tout avant d'obésité, de diabète de type 2 chez les jeunes, même dans les pays scandinaves. Ah oui? Pourtant, ils sont censés être parfaits, les pays scandinaves. Ben, on entend ça tout le temps. Le mouvement est très important aussi. On en parle dans le documentaire. On en parle avec David Saint-Jacques. On en parle avec d'autres, avec Pierre Lavoie aussi. Mais l'activité physique, c'est bon pour notre santé globale. Ça nous éloigne des écrans, ça nous aide à dormir.
mais c'est pas l'activité physique qui va nécessairement être responsable de guérir les autres maladies. Donc, il faut faire la part des choses. Plus on a tombé dans le mythe il y a 30 ans en disant « Bougez, bougez, vous allez manger ce que vous voulez, vous ne serez pas malade. » Mais nos urgences débordent. Ben oui. Donc, c'est pas juste une question d'activité physique. On doit dire, il y a d'autres facteurs qui interviennent, qui viennent jouer sur notre génétique. Et je pense que nos invités, à travers du documentaire, le démontrent très bien. Alors, le documentaire s'intitule « Pourquoi attendre la santé à portée de main ». Je recommande à tout le monde d'aller le voir. Et, écoutez, on n'a plus envie vraiment, après ça, de boire un coke ou de manger des petites pâtes d'ours. On a juste envie de se prendre un bon grand verre d'eau avec des pommes et des raisins. Merci beaucoup, Dr Julie Saint-Pierre. Et je veux dire, de façon générale, je veux juste vous dire merci parce que vous êtes toujours prête à intervenir dans les médias. Puis on sent que ça vous tient vraiment à cœur, la santé chez les jeunes, évidemment, c'est votre spécialité, mais la santé à tous, tout le monde, avec des solutions parfois extrêmement simples. Donc, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci.